Alors un petit mot de conclusion sur cette émission. Écoutez, vive Tête à Tête, vive cette émission avec des animateurs super, on a passé un bon moment. Ouais. Je crois que dans cette émission, on a pu aborder des sujets de fond, on a pu débattre en toute liberté, mais aussi dans la convivialité. C'est ce qui est constructif, j'espère que c'est ce qu'attendent les auditeurs. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation et vous pouvez compter sur moi pour en faire la promotion. Ah bah, c'est gentil, salut. Merci, à bientôt. Alors cette émission, ça s'est bien passé ? Eh bien, l'émission était très conviviale, très sympathique. Je pense qu'on a débattu de manière intense avec François Courdil de l'avenir de la France et de l'avenir surtout de la 6e circonscription du Gard. À très bientôt, à la prochaine. Avec Voilà. grand plaisir. Allez, salut. Salut. Le garçon, il est là, hein. Allez, c'est parti. Oh Patrick! Oh pardon! Voilà. Alors, oh! Et moi je suis prêt, hein. C'est comment François? C'est bon? Oui. François Courdil. C'est bon, on y va? Bonjour François! Tu vas bien? François Courdil. François Courdil, bien sûr. Ça va Stéphane Guillemin? Eh bien écoute, je vais très bien. Et qu'est-ce que tu veux faire ici, toi? Ben écoute, on reçoit deux invités importants. Allez, quel Comme on dis-moi. n'a jamais reçu. Vas-y, dis-moi. Moi. Patrick Magès. Oui, Ah oui. sympathique. Très sympathique. Un peu vieux, mais très sympathique. Et Alain Moula. À l'autre vieux. L'autre vieux. On reçoit deux vieux. Mais deux vieux importants. Eh bien, merci. Eh bien écoute, on va les recevoir. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on part. Alors qu'à la télévision, les experts militaires ont remplacé les experts sanitaires, chez nous, nous vivons au rythme des élections présidentielles et législatives également. Alors abordons les législatives, c'est le fameux jeu des 7 familles. Suivez bien, c'est très simple. L'un est parti de sa première famille politique En Marche pour rejoindre une autre famille de cœur, les Républicains, c'est François Courdil. Le second est parti également de la famille du premier, les Républicains, pour rejoindre une autre famille politique, Reconquête, c'est Stéphane Guillemin, à ne plus rien y comprendre. Messieurs, bonjour, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fuit ou quoi? On s'est croisés. Quand il arrive, il s'en va. Mais on ne se quitte plus la semaine dernière. Bon, là, on est à l'émission, là. Oui, on a l'émission. Coupez-moi ça. Non, laissez-le. Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de Tête à Tête. Merci François. beaucoup de m'accueillir. Bonjour Patrick, Voilà. c'est toujours un plaisir de venir dans tes émissions. Je vois que tu as étoffé l'équipe et tu l'as Oui. féminisé aussi. Ah, vous voulez féminiser? Féminisé? Qui c'est Féminiser, c'est homosexuel? surtout avec Richard qu'on a féminisé. Ah oui, Ça, tu vois. Oui, peut-être avec moi, Roselyne aussi, peut-être, je sais pas. Bien, allez, un peu plus sérieusement. Comme je vous le dis souvent, les émissions se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous sommes dans le salon du W, Square de la Couronne, anime avec Alain Moula, Jérôme Puech, Sébastien Seignoret et France Pellicano à la réalisation, Richard Ravo. Bonjour messieurs, rebonjour et soyez vraiment les bienvenus dans l'émission Tête à Tête. merci. Alors, dites-moi, décidément, il n'y a pas de hasard. Vous étiez invité il n'y a pas bien longtemps dans cette émission, dans une autre émission qui s'appelle Objectif Gare, et vous voilà à nouveau réunis. C'est un hasard. Ça va devenir un mineur. Ah, vous allez peut-être... Pas de risque. Pas de risque. Shabadabada. À l'inquiétude. Alors François Courdil, 26 ans, et le Benjamin du Conseil... 27, Patrick, 27. François Courdil, Pas le 26 perdreau de l'année.
François Courdil, 27 ans, est le Benjamin du conseil municipal, adjoint au maire, délégué à la politique de la ville, aux centres sociaux et candidat pour les législatives dans la 6e circonscription. Tout comme Stéphane Guillemin, 44 ans, avocat, élu d'opposition à la mairie de Marguerite, tous les deux se présentent dans cette fameuse circonscription, la 6e. Il va y avoir du monde à droite, dites-moi, dans cette 6e. Est-ce que Philippe Berta est de droite ? Est-ce qu'il est de droite? Écoute, moi, je crois que si tu poses la question, ça démontre ô combien on ne sait pas les sujets sur lesquels il s'est engagé. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'est surtout pas du territoire, pas présent pour le défendre, au contraire de ce que je compte réaliser au quotidien. Moi, tu sais, je suis en responsabilité à la ville de Nîmes, tu l'as très bien dit, avec les centres sociaux municipaux, avec la politique de la ville et l'ensemble des associations qui maillent ce territoire et qui me permettent d'avoir cette prise avec la réalité quotidienne, avec les crises différentes qu'on a pu subir et qu'on a surmontées ensemble, et qui, je crois, me donne une légitimité pour aller à la rencontre des électeurs de la 6e circonscription, ce que je fais au quotidien. Et là, à ce moment, vous faites quelque chose pour l'Ukraine. Absolument, oui. Donc, bien sûr, j'ai demandé aux centres sociaux de se mobiliser dans le cadre de cette terrible guerre que subissent les civils ukrainiens, et à leur faveur. On a reçu un élan de générosité incroyable de la part des Nîmoises et des Nîmois qui nous ont déposé des produits d'hygiène, des produits de première nécessité, des médicaments qui nous ont permis, dès les 4 premiers jours de cette collecte, de récolter un sacré volume et de faire perdurer ça avec la semaine dernière, vendredi dernier, 100 mètres cubes de produits qui sont partis à destination de Lviv, au nord de l'Ukraine. Je crois qu'on est tous choqués par cette guerre aux portes de l'Europe, on est tous mobilisés. Les Nîmois, les Gardois ont su montrer dans les périodes de crise comme le Covid et aujourd'hui avec cette guerre aux portes de l'Europe qu'ils se sont mobilisés, ils se sont bougés pour les autres et ils en font la démonstration aujourd'hui à travers cette collecte dans les centres sociaux. Merci. Pour compléter, il faut dire que la ville a communiqué en début de semaine, donc c'était lundi, le maire a proposé 2 nouvelles actions puisqu'il y a une vente aux enchères, un spectacle dont les dons, donc les participations iront aux Ukrainiens et la ville enfonce le clou, c'est pas seulement les centres sociaux. Absolument, on enfonce le clou avec un très beau spectacle, une représentation, un concert qui aura lieu dans 10 jours. Et je crois qu'il faut qu'on se mobilise. Il y a 800 places maximum. Même si on ne souhaite pas y assister, je crois qu'on peut acheter un billet par solidarité pour soutenir cette action. Il se déroulera où qui se déroulera au théâtre de Nîmes. Et c'est donc la Croix-Rouge française qui bénéficiera, à travers un compte spécial pour l'Ukraine, de la rétribution des achats de places. Nous savons également quand même que les pompiers se manifestent également, se mobilisent également pour cette cause. Hein. Complètement. Tu me le confirmes? Tout à fait. Bien, alors qu'est-ce qui est fait à Marguerite? Qu'est-ce qui est fait à Marguerite? Pour l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Alors, à Marguerite, la municipalité a mis en place une banque de collecte, effectivement, de dons, de vivres. Donc il y a cette banque de collecte qui a été mise en place sur la commune de Marguerite en faveur de l'Ukraine. Parfait. Donc la question que je posais tout à l'heure, est-ce que Philippe Berta est de droite? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il aurait du mal d'être de droite. Il a fait élire François Hollande, son acolyte, ou son président de parti, tout au moins Bayrou, a fait élire François Hollande en 2012. Il a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Il a fait élire M. Bayrou Emmanuel Macron, qui vient de la gauche. Donc il aurait du mal d'être de droite. Et j'entends effectivement représenter véritablement une droite patriote sur cette 6e circonscription, parce que je crois que l'heure est grave et on va peut-être aborder le fait que j'ai quitté effectivement 6 années cette famille politique pour arriver chez Reconquête. On est en train de perdre beaucoup de combats. On est en train de perdre le combat des menus dans les cantines scolaires, on est en train de perdre le combat de l'autorité, du respect de nos symboles. Je pense aux prêtres, je pense qu'ils sont agressés, assassinés, je pense à nos policiers, à nos forces de l'ordre. On est en train de perdre le combat du voile dans le sport féminin. On l'a vu récemment avec Madame Moreno, la ministre, qui estime qu'il est légal, ça lui pose aucun problème, que les joueuses de foot féminin en particulier portent le voile. On est en train de perdre beaucoup de combats, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé, à mon petit niveau, à ma petite place, de me lever et de dire les choses telles qu'elles sont et telles que je les pense. Dites-moi, monsieur Jean Lassalle, vous avez eu un problème récemment avec votre bus? Eh bien, les problèmes, je les collectionne, monsieur Magès, je les collectionne. Les sondages me donnent 2%. 2%, vous vous rendez compte, moi qui
arpenter la France, sondage de merde. Je suis, selon certains candidats, de merde, et j'ai un bus qui avance pas, j'ai un bus de merde. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. Monsieur. Par contre, votre émission est une très bonne émission, c'est pas une émission de merde. J'ai peur. Monsieur Moula, qu'est-ce que tu en penses de ce début d'émission où on parlait de Philippe Berta, justement, de la droite, que nos deux invités représentent? Alors moi, je ne suis pas assez féru là-dedans pour savoir d'où il vient, où il va, et voilà. Donc là-dessus, je me passerai de commentaires plutôt que dire une bêtise, donc je ne sais pas. Par contre, j'attends pour la suite des débats. Pour le moment, je n'ai pas plus à dire. Si, je vois qu'on fait des collectes partout. Je vois que tu es ou pro-ukrainien, ou alors tu n'as pas le droit de parler. Je vois qu'on leur fait des collectes, mais je pense que le gouvernement, au lieu d'envoyer des armes, il pourrait peut-être envoyer plutôt du bien, des nécessités pour la population, des vivres. Parce que leur envoyer des armes, je ne sais pas si c'est leur rendre service, parce qu'à mon avis, la guerre... c'est des David contre Goliath, Exactement. mais plutôt leur envoyer, plutôt que d'envoyer des chars. Le prix d'un char, je crois qu'on pourrait nourrir et donner des équipements pour beaucoup de monde. Après, c'est que mon point de vue. Je crois que c'est tout à leur honneur aujourd'hui de résister. Ils ont montré leur courage, ils ont montré qu'ils sont vaillants. Je crois qu'il faut se tenir à leur côté. Et pour revenir à la présidentielle, profitons aussi de cette période de crise, profitons de la tragédie de l'histoire, des temps qui revient, pour se saisir enfin des vrais sujets politiques, pour prendre le temps des grandes décisions politiques et remettre sur la table les intérêts stratégiques de la France, l'Europe de la défense, demain l'indépendance énergétique, la souveraineté économique également de la France, et puis des sujets du quotidien, avec le pouvoir d'achat, avec la question sociale. Alors, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il était utile aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme crise, d'aller essayer de les faire entrer dans l'OTAN, d'aller mettre des fusées là-bas? Est-ce qu'il était utile de faire ça maintenant? C'est la question que je me pose. Alors après, on peut critiquer Poutine, on peut critiquer qui on veut, mais... Ça peut venir dans un deuxième temps, effectivement, mais je pense que ça pouvait paraître comme une provocation vis-à-vis de Poutine. L'urgence, c'est l'arrêt des hostilités, c'est le feu. On est tous d'accord là-dessus. Et après, c'était pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. On a un président ukrainien qui est quand même un peu, parfois un petit peu, je dirais presque envahissant. C'est vrai que je ne prendrais pas parti C'est vraiment mal trouvé comme expression. dans cette guerre. Non, je trouve qu'il est un peu insistant. Je trouve qu'il est un peu insistant, qu'il est quand même beaucoup dans la com. Donc je mets quand même ça sur la table. Le président, ça ne représente pas sa population. Il y a des civils qui meurent, il y a des enfants qui meurent. C'est évidemment horrible cette guerre. On est tous d'accord pour Non, le mais dire. là, on est tous Mais je d'accord. trouve que c'est pas le moment de venir mettre le pied dans l'entrebâillement de la porte pour, alors que le sujet n'a pas été abordé précédemment, l'entrée dans l'Europe. Très bien. Voilà. Tu voulais demander quelque chose? Oui, moi je voudrais juste donner une enquête, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a des millions de Français qui ont participé à une grande consultation citoyenne. C'est France Bleu Gard-Lozère qui en a parlé lundi cette semaine, pour voir quels étaient les sujets cités dans les propositions citoyennes. Et ce dont on se rend compte, c'est que la démocratie et les institutions arrivent en tête, le pouvoir d'achat en second, l'écologie, la santé, l'éducation, les entreprises, l'emploi, la fiscalité, la justice, les transports, et l'immigration, qui est un des sujets centraux pour la République Zemmour, ne préoccuperait que 3% des propositions qui ont été recueillies. Moi, je voulais vous faire réagir sur les préoccupations aujourd'hui des Français à la veille de l'élection présidentielle. Merci de le sortir, on va peut-être enfin sortir des faux débats, sortir des obsessions des uns et des autres. Et je regrette les positions pro-Poutine, je regrette aussi ce que vous venez de dire sur le président ukrainien et la com qu'il ferait. Peut-être, voilà, on va enfin se sortir de ces faux débats, des petites querelles, pour parler des vrais sujets, parler de la démocratie, de nos institutions, parler enfin du pouvoir d'achat, parler des retraites, parler de l'environnement. Moi, vous savez, oui, je suis jeune, oui, je suis benjamin du conseil municipal, mais je ne suis pas le perdreau de l'année. Et ça me force à rencontrer des jeunes autour de moi dont les sujets de préoccupation sont l'environnement, sont l'écologie, sont le pouvoir d'achat, sont l'emploi. On va poser la même question à Stéphane, ce qu'il en pense de ceux qui avaient... Moi, je vois sur le sondage que montre Jérôme Pêche. Alors, je voudrais savoir si on a posé la question aux gens en fonction d'un nombre de réponses possibles, ou est-ce que les réponses ont été spontanées. J'ai regardé rapidement, j'ai pas vu le thème de l'identité, parce que au-delà de l'immigration, de manière un peu plus philosophique, nous sommes face à un choc de civilisation. Nous sommes confrontés à un problème de plus en plus prégnant de remplacement de population.
Et je suis désolé, mais lorsque je vais, moi, sur les marchés de Marguerite, de Nîmes ou d'ailleurs, c'est quelque chose dont on me parle. Lorsque je vois que mes jeunes collègues de génération Z ont été agressés dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'ils étaient en train de coller et que des personnes d'origine nord-africaine leur ont dit on va vous niquer vos mères, vos races et on va vous remplacer, j'ai envie de dire ce que disait Gilbert Collard vendredi soir à Saint-Gilles, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Donc je crois que ces sujets sont importants lorsque je vois que dans les écoles privées catholiques à Nîmes, c'est le bazar à midi à la cantine parce qu'on ne veut pas manger de saucisses de porc, on veut à tout prix des saucisses de dinde ou de poulet. Je me pose des questions. Il y a quand même, à un moment donné de notre pays, je vais être un peu plus cash que mon débatteur du jour, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Permettez-moi de le dire. Et à force de laisser faire, on verra. On verra. Mais pour moi, le remplacement est en marche. Et je le dis, si j'ai franchi le Rubicon, c'est pas pour me taire et employer des mots vaseux ou essayer de plaire à tout le monde. Le remplacement est en marche. À ce sujet, tu as dit, j'ai lu, tu as dit, on m'a demandé de servir de l'eau tiède pendant des années. Ça veut dire quoi exactement? De l'eau tiède. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as toute une classe politique au jour d'aujourd'hui, y compris locale, pour essayer d'être élu et réélu, si possible indéfiniment. On n'est pas à gauche, on n'est pas à droite, on n'est pas au centre. Ils se tiennent à peu près tous par la barbichette pour se faire la courte échelle pour arriver aux places et les conserver. Moi, à un moment donné, lorsque je vois Franck Proust le premier, qui allait distribuer des vice-présidences à des gens de gauche, moi, c'est pas ma manière de faire de la politique. Je crois que c'est pas ma manière de faire de la politique. Il faut composer avec les uns les autres. Il arrive à composer dans l'intérêt du territoire. Je crois que c'est sa force. Au contraire, je pense que là, tu es en train d'assumer des positions d'extrême droite. Comme tu dis, le pouvoir n'a pas d'odeur. Non. Et c'est ce qui me gêne beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, tu assumes une position d'extrême droite. Clairement, tu reprends la thèse complotiste du grand remplacement. Je crois que, excuse-moi, mais moi les gens dans la rue, ils ne me parlent pas du menu des cantines scolaires. Au contraire, ils me disent quand est-ce qu'on aura 100% de bio, quand est-ce qu'on aura 100% de local dans nos cantines et dans nos collectivités. Donc je crois qu'il faut sortir de ces obsessions et malheureusement, tu t'enfonces vers une position d'extrême droite. Je crois qu'il ne faut pas aller balader le week-end à la Cigale ou au quartier Terre de Roubière, il faut aller rue des Lombards, il faut aller faire ses courses. Je suis élu à la politique de la ville et aux centres sociaux. Donc les quartiers prioritaires de la politique de la ville, je les connais bien. Et moi, j'y suis au quotidien. J'ai un très bon ophtalmo, mais le grand remplacement... Je t'inviterai à me suivre parce que moi, j'y suis quotidiennement. La rue des Lombards aujourd'hui, c'est plus la France, c'est l'Afrique, je suis désolé de le dire. Monsieur... Écoutez, je dois dire, n'est-ce pas, que je ne comprends pas tout. Je laisse la parole à monsieur Massias. Je voudrais juste dire un truc que j'ai pas retenu. C'est dans quelle circoncision vous vous présentez? J'ai pas retenu le chiffre. Tu peux me dire, je te jure rapidement, je sais pas. Retenu. Quel est ton point de vue, Alain? Ne me dis pas maintenant que tu n'as pas de point de vue. Si, j'ai un point de vue. Ah, quand même. Moi, je vais répondre... je suis à la fois d'accord avec lui et à la fois d'accord avec François. Avec Stéphane et avec François. Voilà. Parce que c'est pas un qui a raison et un qui a tort. Pour moi, je suis pas d'accord. Je crois qu'il a raison et il a raison. Il faut à la fois remettre la France en marche dans le bon sens et puis à la fois, c'est vrai qu'il a raison. Il n'y a pas que ce problème-là à traiter. Voilà. Mais les deux, je crois que sont concomitants. Ça se dit. Voilà. Alors, toi qui es un professionnel, regarde ce souci de l'énergie qu'on a aujourd'hui. Regarde la flambée des prix, demain du gaz, demain des François, je vais te répondre. Est-ce qu'il était nécessaire d'aller mettre la panique en ce moment en Ukraine alors qu'on sait très bien que le gaz arrive à 40% pour l'Allemagne, pour l'Ukraine, et comme le pétrole tout augmente? Est-ce que c'était le moment? Typiquement, ça pose la question de notre indépendance énergétique. Moi, je crois on le sait, ça. Il faut réouvrir des EPR, il faut garantir notre bien sûr, mais là, on est tous les trois d'accord. Voilà. Et il faut absolument diversifier les armes. Pour une fois, je vais dire quelque chose avec ma voix, si vous m'autorisez. Avec ta voix? Pour une fois, je vais dire quelque chose avec ma voix. Mais vas-y. J'ai voulu mettre chez moi un chauffe-eau solaire. Je me suis dit, 18 000 €.
18 000 euros. Je l'ai pas fait, hein. 18 000 euros avec quelque chose là. Il faut sortir de cette écologie punitive, de cette écologie restrictive qui pénalise toujours les mêmes, mais au contraire encourager à des initiatives individuelles comme celle-ci, parce que c'est comme ça qu'on arrivera demain à avoir une énergie davantage Il faut aussi verte. arrêter de culpabiliser systématiquement les automobilistes et d'emmerder les gens. Allez. L'actualité, elle s'est passée il n'y a pas très loin de Nîmes, finalement, à Arles, dans une prison. Ivan Colonna a été agressé sauvagement et du coup ça a provoqué pas mal de réactions en Corse. Moi je voulais savoir, et l'un et l'autre, comment vous réagissez à ces événements. Et je crois que François, tu as des liens avec cette petite île. Oui, j'ai des racines maternelles qui sont aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre toute la considération de ce qu'il est en train de se passer. Ivan Colonna a été condamné pour des faits d'une extrême gravité. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'article 3 de la Constitution garantit la protection, la sûreté des personnes, et notamment en prison. Et je crois que le ministre de la Justice, aujourd'hui, doit quand même rendre des comptes sur ce qui s'est passé au sein de cette prison, sur une personne qui bénéficiait, entre guillemets, du statut de détenu particulièrement surveillé, et qui ne permettait pas d'avoir un détenu radicalisé et même condamné pour des faits de djihadisme qui puisse comme ça s'attaquer à sa personne. Et puis il y a une chose importante, c'est que ça faisait au moins 10 ans qu'il demandait d'être rapproché sur l'île. Bien sûr, bien sûr. Et si je peux me permettre, aujourd'hui avec les contestations... Est-ce qu'on a le droit d'assister à ce qu'on assiste en Corse en termes de manifestations? Non, et des insultes qui sont destinées aux représentants de l'État. Non, mais bien sûr qu'il faut les condamner. Et il faut entendre aussi, et je le vois au quotidien sur le terrain, la voix du territoire, la voix de nos communes, de nos collectivités, de ceux qui portent un mandat local et qui nécessitent d'avoir davantage de compétences et de prérogatives. Moi, je suis pour un nouvel acte de décentralisation. Je crois qu'il faut qu'on y arrive, qu'on fasse confiance à nos territoires, et c'est des revendications qui se font jour là-bas comme ici. Monsieur l'avocat. Le peuple corse est en colère et il a raison. Il est inquiet et il a raison. Et je voulais évoquer d'ailleurs ce qui est arrivé à Ivan Colonna. Alors je ne suis pas l'avocat d'Ivan Colonna, je ne défends pas ce qu'il a pu faire, et sa peine d'emprisonnement était très très largement méritée, donc c'est pas le débat. Enfin, il n'était pas condamné à mort, cet homme, que je sache. Bon. Donc, quelque part, ce qui lui est arrivé, il n'est pas mort, il est entre la vie et la mort, c'est une forme de rétablissement de la peine de mort, et ça, je le condamne. Mais ça fait partie des événements, puisque vous me posez la question de mon positionnement, de mon évolution, qui font que quand j'allume la télé, la radio, ou je vais sur les réseaux, je me dis, mais tu as eu raison. En fait, tu as raison. Parce que c'est un long cheminement que j'ai eu, il ne faut pas croire qu'on franchit des rubicons comme ça du jour au lendemain. C'est un long cheminement intellectuel qui m'a amené à rejoindre Zemmour quand il a décidé d'y aller. Je me dis, tu as eu raison, parce que on n'a pas su tout de suite pourquoi c'était arrivé. Et lorsque j'ai entendu que c'était parce qu'il y avait eu blasphème, mais moi je tombe le cul par terre. Je tombe le cul par terre, ça veut dire que c'est bien cette religion qui rend certains individus, je dis bien certains individus, fous. Fous. Parce que le type qui lui a fait ça, il est totalement déjanté, si tu me passes l'expression. Mais le blasphème, là c'est Colonna qui a pris. Mais demain, ça va être toi dans la rue, pour un regard de travers, c'est ça qui m'interpelle, et c'est ça, encore une fois, qui fonde mon combat politique aujourd'hui, même si, et je suis d'accord en partie avec François Courdil, j'ai pas eu l'occasion encore de le dire, on va en parler, on a tout un problème de pouvoir d'achat, d'énergie, bien évidemment. Le pouvoir d'achat, ça doit être la deuxième jambe sur laquelle on doit avancer. Pour nous, c'est deux jambes. Une jambe identitaire, une jambe économique et sociale. Moi, je crois que oui, au-delà du pouvoir d'achat, ça pose aussi les questions des moyens qui sont donnés à la justice, et malheureusement aujourd'hui, du peu de moyens dont elle dispose, et dans ses effectifs, et dans ses moyens logistiques, financiers. Et là, il faut vraiment qu'on se pose la question, qu'on ait davantage de magistrats qui puissent soulager les rouages judiciaires actuels. C'est toujours le même problème qui existe depuis de nombreuses années quand même. Je crois qu'il faut en prendre le pouls. Donc je voulais juste vous poser une question à tous les deux questions même. Qu'est-ce qui vous différencie tous les deux, et qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher? Écoute, moi je pense que ce qui nous différencie, le fait que je sois aujourd'hui en responsabilité, en prise avec le réel,
Oui, j'ai un pouvoir sur le réel à travers mon mandat d'élu local, à travers ces rencontres que je fais au quotidien avec les associations, avec les entreprises, avec les citoyens, ni moi en général. L'autre différence, je pense, c'est que, oui, tu l'as dit, je connais l'Assemblée nationale, j'irai diriger un cabinet, je connais ses rouages, et je crois que demain, élu en poste à l'Assemblée nationale, j'y aurai toute l'efficacité de la connaissance de son fonctionnement, de la connaissance de la réalité du terrain à l'exercice d'un mandat local. Et qu'est-ce qui pourrait vous rassembler? On aime tous les deux le W. Bravo. Stéphane, C'est déjà bien. Qu'est-ce qui vous différencie? Merci. Tu me dois un coup, hein. Ce qui nous différencie, c'est quasiment une question personnelle. Donc François a commencé à y répondre. Bon, on a quelques années d'écart, hein, ça vous a pas échappé déjà, premièrement. Donc moi, j'ai eu une vie avant de commencer là tout doucement à faire de la politique. Alors tu es en responsabilité, je le suis un tout petit peu à mon tout petit niveau, puisque je suis conseiller municipal de Marguerite depuis 14 ans. Moi je serai un candidat citoyen. C'est vrai que je ne suis pas un professionnel de la politique, je ne vis pas de politique, j'exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Mais c'est un métier très enrichissant parce que j'ai vraiment prise avec le terrain, d'autant que ma spécialité, tu le sais, est le droit du travail. Et donc on est dans le conseil au quotidien avec mes collaboratrices de l'artisan, du petit commerçant, de la petite entreprise. On est sur la défense de salariés licenciés abusivement. On est sur des thématiques qui ont malheureusement prises à l'heure actuelle. Je pense au harcèlement moral, au harcèlement sexuel. Voilà, donc nous moi je suis vraiment quelqu'un de proche du terrain, je ne suis pas un professionnel de la politique. Ce qui peut nous rapprocher, j'espère, de l'Union des droites demain. Moi, je me suis engagé aussi pour que les droites s'unissent. Je souhaite que l'épicentre soit le couple Zemmour-Marion Maréchal, parce que j'ai beaucoup d'espoir aussi dans Marion Maréchal. Stéphane, si je peux me permettre, je pense qu'aujourd'hui, tu dévoies un peu le concept de droite. Clairement positionné en tant que représentant de Zemmour à l'extrême droite. À l'extrême droite. Quand tu reprends la thèse du grand remplacement, tu te situes clairement à l'extrême droite. Quand tu reprends les anciennes et les obsessions sur l'islam et l'islamisme, je crois que oui, il y a un problème là-dessus, il faut le traiter, mais aujourd'hui, de ne le voir qu'à travers ce prisme-là, de ne voir toute la réalité d'un pays à travers ce prisme, c'est le dévaluer. C'est le dévaluer. Et je ne reprendrai pas ces thèses à mon profit. Je pense que tu es dans la posture politique. Lorsque j'entends parler d'Éric Ciotti, que j'ai soutenu pour la primaire, Éric Ciotti, il dit exactement ce que je pense, non, je suis pas d'accord. À 200% au mot près. Je ne suis pas plus que Ciotti, écoute, je ne suis pas moins que Ciotti. Je pense qu'il est sacrément engagé dans la campagne de Valérie Pécresse. Je crois qu'il a montré, lui, toute la loyauté à sa famille politique, il est engagé dans cette campagne à nos côtés. Peut-être qu'on ne partage pas, oui c'est vrai, l'ensemble d'un corpus idéologique, que je n'ai pas de commun avec lui, mais on se retrouve sur l'essentiel, on se retrouve sur la France, on se retrouve sur la nécessité demain d'avoir un président de la République qui puisse engager les réformes nécessaires de tous ces sujets dont vient parler Jérôme, et qui quotidiennement me sont remontés, qui sont des inquiétudes de terrain, de proximité, et qu'il faut absolument arriver à solutionner. Tiens, on va essayer d'avancer. À moins que tu souhaitais... Non, mais je trouve qu'il y a un manque d'honnêteté dans cette posture politique vis-à-vis de ce qui reste de l'électorat des Républicains. Et il y a encore des gens de droite qui votent républicains, je les connais également, je les rencontre tous les jours. La vérité, c'est que ce parti politique va se casser la figure méchamment au soir du 10 avril, et que les 2/3, et surtout les caciques et les pontes, vont rejoindre Emmanuel Macron et le centre-droit. C'est ce qui me gêne. Donc je fais un appel aux électeurs des Républicains immédiats. Ne perdez pas votre temps dans une qui est le parti qui a gagné les municipales? Qui est le parti qui a gagné les départementales? Qui est le parti qui a gagné les régionales? Je crois que la dynamique, elle est là. Dans l'entre-deux de ce parti, nous avons gagné l'ensemble des élections. Un peu peur que l'histoire bégaye. Faites surtout attention à l'extrême centre. Bien. Alors, on va continuer, on va avancer un petit peu. On va partir aux législatives. Parlez-nous de cette 6e circonscription. Elle se situe où? Nîmes, Uzès. Exactement, Patrick, la 6e circonscription, c'est déjà la moitié de Nîmes. Tout ce qui va dans un grand nord, de la route d'Alès jusqu'à la route d'Arles, englobant l'Écusson, englobant le centre-ville, englobant les quartiers Gambetta, Richelieu, pour redescendre dans un grand sud entre la route d'Arles
et le quartier du kilomètre delta. Ensuite, on a un coin un peu plus périurbain, autour de Marguerite, Manduel, Redescend, Bezous, Laudenon, Pouls, voilà, toute cette costière, exactement, 80 000 inscrits, et puis on a un canton qui est celui d'Uzès, avec l'ensemble des petites communes qui le composent, et je crois qu'il est à l'image de la France, c'est-à-dire qu'on a de l'urbain. Dans cet urbain, pour les Nîmois, on a des gens qui habitent sur le quartier des Terres de Rouvière, on a des gens qui habitent sur le quartier Gambetta, en centre-ville, d'autres qui sont au contraire plutôt sur la cité des Espagnols, et qui recoupent l'ensemble des problématiques. On a du périurbain, avec Marguerite, avec Manduel, avec Redescend, avec Pouls, qui est une France qui, je crois, attend le maintien des services publics de proximité, atteint des réponses aussi en termes de sécurité. Sécurité du côté Gambetta, il y a quand même du travail. Gambetta, exactement. Aussi, c'est important, très très important. Et ô combien on a su se mobiliser avec Jean-Paul Fournier pour signifier, pour demander des effectifs de police supplémentaires. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de moins bien, Philippe Berta? Je crois que c'est pas à moi de le dire. Je crois surtout qu'il n'a rien fait. Le bilan est là. La problématique est là. La problématique est là. Ben, c'est bien pour ça qu'on s'est séparés. Je crois qu'il y avait des engagements forts qui avaient été pris sur le handicap. Alors moi, je suis d'accord pour les services de proximité, surtout la poste. Il va falloir limiter l'alcool à la poste, parce que lorsqu'il y a des Cronenbourg à la poste, il y a des chronopostes à la bourre. Ça c'est ouais, on va essayer. Bien, allez, la rubrique de Jérôme. Je vous propose de lancer dès à présent le générique de ma rubrique, les Nîmoiseries. Alors, dans ce journal, on abordera la crise ukrainienne. Richard Raveau, on ne parlera pas de l'accueil des Ukrainiens en France. Hein, la guerre, c'est sérieux. On parlera aussi de la campagne présidentielle des législatives dans le Gard et sur la 6e circoncision. Circoncision Pardon. Oui, Patrick, tu as bien fait de me couper. Tu veux dire circonscription? Oui, voilà, c'est ça. Alors, Éric Zemmour a enfin trouvé son champ de campagne. Maréchal, nous voilà. Oui, enfin, il s'agit de Marion Maréchal Le Pen, la dernière prise de guerre de Reconquête, sur sa concurrente Marine Le Pen. Donc Tata n'est plus gaga de Mama. Les repas de famille chez les Le Pen risquent de tourner à la soupe à la grimace. Donc, l'Occident a décidé de renforcer ses sanctions contre la Russie. Oui, alors, mise en demeure de Moscou, de la couleur jaune et bleue partout, applaudir les Ukrainiens à 20h et envoyer Bernard-Henri Lévy sur le front de guerre. On voit que Poutine peut trembler, quoi. La société IKEA a décidé de repeindre en jaune et bleu tous les magasins du monde en solidarité avec les Ukrainiens. Non, il y a un souci là, c'est que Ikea était déjà en jaune et bleu, donc il y a une petite erreur d'interprétation. Donc après les meubles en bois léger, un soutien en toc pour le genre suédois. D'accord. Alors Emmanuel Macron était au salon de l'agriculture et il s'est arrêté devant un stand de moutons. Oui, il leur a adressé un « Mais qu'est-ce que vous faites là? Retournez donc à l'Assemblée nationale !» Mais il n'y a pas de mais, allez-y. Et enfin, le député Philippe Berta, adversaire de François Courdil et de Stéphane Guillemin, s'était engagé à ne faire qu'un seul mandat de député en 2017. Et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, où il n'y avait que les cons pour croire Philippe Berta, c'est selon, vous l'aurez compris, entre Philippe Berta et François Courdil, il faudra faire preuve de circonspection. J'ai encore eu peur. Alors oui, selon l'objectif Gard, les élus de la majorité municipale ne doivent parler de sujets généraux à la presse. Le maire Jean-Paul Fournier leur a écrit pour leur dire... Pour dire qu'ils ne devaient pas parler à la presse, donc peut-être François... L'exemple le plus probant, je pense que François Courdil donc s'exonère de cette règle. En Russie, l'élu Courdil aurait déjà fait quelques jours dans un goulag pour avoir désobéi à Jean-Paul Fournierovitch. Je suis pas en responsabilité, mais je suis un homme. Alors on le sait désormais, le maire de Marguerite, Rémi Nicolas, qui est en vacances justement, a offert son parrainage à Éric Zemmour en précisant qu'il ne partageait pas ses idées. Oui, voilà un nouvel épisode d'un film qui pourrait s'appeler Rémi sans famille, ou alors Le Parrain 4, le retour. La politique, on voit que c'est aussi du cinéma en fait.
on pourrait le croire avec le candidat Zemmour qui signe un Z comme Zorro. Alors François Courdill s'est engagé, s'il devenait député, à légiférer pour durcir les sanctions contre les jeunes qui inhalent, pardonnez-moi, un gaz hilarant. Oui, Philippe Berta, qui avait François Courdill comme assistant parlementaire et maintenant comme adversaire, a ri, mais jaune cette fois-ci. Voilà, le journal est terminé. Parfait. Alors justement, François, peut-être réagir. Alors, allez-y. je ne veux pas durcir les sanctions Philippe Berta sur le protoxyde d'azote, Oui. mais au contraire encadrer cette pratique, parce qu'aujourd'hui, on ramasse à Nîmes sur une semaine jusqu'à 800 bouteilles de 3 litres de protoxyde d'azote que les jeunes ingèrent sans permettre aux forces de l'ordre, puisque ce n'est pas encore interdit sur la voie publique, de les arrêter, ni de les contrôler, puisque ce n'est pas détecté dans les contrôles de stupéfiants ou d'alcoolémie lorsque la police les prend au volant. Donc ils peuvent librement ingérer ce gaz qui provoque des effets terribles sur la mémoire, sur le cerveau, sur l'équilibre de ces jeunes-là, et c'est en vente libre, peu cher, et ça pose aussi un vrai problème environnemental. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'incapacité, et avec mon équipe, on s'est renseigné auprès de dirigeants nationaux des entreprises comme Air Liquide, qui sont des spécialistes de la gestion de ces gaz, et vous voyez donc que demain je serai prêt en responsabilité à traiter avec eux. Le gaz qui attaque le plus la couche d'ozone, c'est le protoxyde d'azote. Stéphane, vous avez sans doute noté que le député sortant a dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que la parole publique compte, selon vous? Il est devenu un homme politique. Voilà. Il est devenu un homme politique, comme tous. Il a dit que... alors, ça m'étonne parce qu'il se targue. Ce qui me choque, c'est que quand on le voit, le peu de fois où on l'a vu à Marguerite, ça a dû arriver 2 ou 3 fois en 6 ans, où il a dit, je crois, à des journalistes de votre acabit, messieurs, il se targue de ne traiter que les dossiers qui comptent à Paris, parce que il est très intellectualisant dans sa démarche. Je trouve que c'est un petit peu méprisant pour le terrain. Et il avait dit de toute façon qu'il ne serait pas un député qui irait résoudre les problèmes du café du commerce. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il dit pour se défendre, de ne pas être sur le terrain. Je trouve que c'est décevant, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui l'ont cru sur son mandat unique, et encore des gens dont la parole... Il n'a pas dit François. Il n'a pas encore dit qu'il serait candidat. Ouais, c'est moi, vrai. je l'ai pas Pour le entendu moment, dans ce sens-là. on pourrait peut-être le demander Si à on parle beaucoup, moi je pense qu'il pourra respecter sa parole, croyons-le, espérons-le. D'ici à avoir malheureusement désavoué celle-ci sur de multiples engagements, et je pense là au handicap, qui est un sujet qui me tient à cœur. Je suis engagé aussi dans le monde associatif au profit des personnes handicapées mentales. Et quand je vois le peu d'investissement qui a été fait au vu des promesses qui ont été dictées pendant cette campagne de 2017, on ne peut être que déçu, et c'est ce que les gens nous font remonter du terrain. Donc il y a de vraies attentes et il y a un besoin de porter la réalité des gens demain à l'Assemblée nationale. Tu es confronté, toi, à ce gaz? Tu as vu déjà des jeunes inhaler ça, ce gaz? D'abord, je suis un ancien jeune, hein, je suis un jeune, qu'on soit bien d'accord. Tes enfants peut-être, non? Ah non, mes enfants, non. Non, ils ont peut-être vu. Tu n'as jamais... Moi, j'ai vu Excusez-moi, moi, j'ai vu des jeunes qui inhalaient ce gaz. Dans la famille, on ne fume même pas une cigarette, donc je ne pense pas que... Bien, voilà. Toi, en tant que commerçant, tu ne l'as pas vu sur une place, par exemple. Moi, j'ai vu derrière l'oratoire des jeunes dans une voiture, sortaient d'un resto, et ils nous ont demandé, est-ce que vous voulez venir ou inhaler? Patrick, on en trouve plein sur la chaussée. On en trouve plein. Voilà. Plein. Alors, ça pose un problème. C'était la question. Je me lève le matin, je sors de chez moi, je viens de travailler, je rentre le soir, je rentre chez moi, et je ne sors pas beaucoup. Alain, toi qui es un professionnel, il faudrait quand même qu'on puisse conditionner l'accès, la vente de ces produits à la présentation d'une carte professionnelle, à la présentation d'un extrait de cabis qui démontre que tu es de la profession, et donc que tu n'en feras pas l'usage à des fins de stupéfiants. C'est ça le problème. Aujourd'hui, qu'attend-on pour encadrer cela? Moi, élu, je le vois. Quand le délégataire, quand les moyens généraux, quand les services techniques de la ville de Nîmes me disent c'est une catastrophe ce qu'on ramasse au quotidien, que nous ne sommes même pas en mesure de retraiter, qui pèse sur l'environnement, qui coûte à la collectivité, moi, demain à l'Assemblée nationale, je saurais légiférer dans ce sens-là. Et penses-tu que justement que... Moi, je vais prendre le problème encore plus à la source. Les parents sont là pour éduquer les enfants. D'accord? L'école pour les instruire. Ah, moi, c'est comme ça. Éduquons, c'est pas une insulte. Hein. Donc pour moi, excusez-moi, j'ai quand même 7 enfants.
d'accord? 7 enfants. Oui, j'ai 7 enfants, et pas un se permettra de faire un truc comme ça, parce qu'ils sont éduqués, d'accord? Parce que moi, je ne fais pas les enfants pour faire des enfants, je sais que tu en as pour 20 ou 25 ans, et tu dois les éduquer. Et ton cas nous intéresse, mais c'est très bien. Donc, quand tu me demandes ce que j'en pense, je pense que c'est un problème d'éducation des parents qui ont laissé faire ça, et c'est la même chose. C'est ce qu'on rencontre également dans les parce quartiers. que On ne peut pas les culpabiliser, puisqu'aujourd'hui c'est en vente libre. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui conditionne? mais Qu'est-ce qui oriente? Je suis d'accord, mais On te présente un ballon, souffle, tu vas voir, François, tu vas rigoler. François, je suis On voit d'accord pas les avec toi. dangers. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'avec la ville de Nîmes, on finance des associations de prévention santé, où on va auprès des jeunes, où on va leur dire tous les dangers qu'ils encourent pour leur santé, pour leur psychisme, à la consommation d'oxygène, parce qu'on voit de plus en plus de consommation régulière, quotidienne de ces produits. Lorsqu'ils sont mineurs, C'est bien je le pense problème. qu'on verse suffisamment d'allocations familiales, les parents sont responsables. Je suis d'accord avec vous, mais moi, ma fille a 16 ans, elle est à Dodé, on peut lui proposer de la drogue, de la cigarette, de tout ça. Elle n'en prend pas, parce qu'il y a un problème depuis la naissance d'éducation. Et ça, c'est important. Donc, et trop de parents ont délaissé ça en les mettant dans la rue, et la société, débrouillez-vous avec mes enfants. Famille monoparentale également. Mais mono ou pas mono, Si. parce qu'alors une femme, on n'aime pas ses enfants. Si, on n'a jamais dit ça. Donc, On une dit femme- qu'un homme a peut-être beaucoup plus d'autorité qu'une maman envers un Mais enfant. c'était avant, ça, c'est fini. Non, ça. Oh, ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien Tu as bien dire. raison, Patrick. Uniquement sur le quartier de Gambetta, on a 60% de familles monoparentales. Et imaginez tous les problèmes que ça induit en termes de parentalité, en termes d'apprentissage à l'éducation d'un enfant aussi. Il faut y pallier. Quand on est une mère seule, et j'en ai dans les centres sociaux, on les accompagne, on a des dispositifs, mais quand on est une mère seule au quotidien, à faire front entre les factures, entre un coût de la vie qui augmente, avec un jeune dont il faut s'occuper, ben oui, on est en grande difficulté. Et je crois qu'il faut avoir une attention particulière. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de mon mandat local. Et ce que je ferai demain à l'Assemblée, c'est de protéger celle-ci, ces mères isolées, et d'essayer de développer au maximum la parentalité, parce que toi, tu avais ces conditions à la naissance, et tu savais comment éduquer. Mais je crois qu'il faut aussi avoir un apprentissage de l'éducation, et il faut pouvoir accompagner des parents qui se retrouvent en difficulté, comme c'est le cas que l'on rencontre dans la salle de Juste un petit mot de Patrick Poivre d'Argent, juste pour dire que si vous voulez faire des économies et rester dans l'hilarité, regardez le prochain débat présidentiel. Bon, revenons-en à toi, à moins que tu souhaites... Mais je crois qu'il ne faut pas être... effectivement, il faut aider les gens, mais je crois qu'en France, il y a quand même beaucoup d'aide sociale déjà. Je crois qu'il y a un système social qui est quand même complet. Redonnons le goût au travail aussi. Je crois que le confinement, le Covid n'a pas aidé à ça. On voit les entreprises qui ont du mal à recruter. On a ouvert le robinet de la dépense publique en France, donc je ne sais pas quelles solutions supplémentaires propose François Courdy. Excuse-moi, mais quand je t'entends, je crois que tu ne prends pas en compte quand tu dis donnons le goût du travail pour une mère seule, qui élève ses enfants, pour une mère seule qui est en difficulté, qui n'a pas de crèche d'insertion professionnelle. Accueillons ces gamins dans les entreprises pas ces en femmes-là apprentissage qui se battent au quotidien. Si, en disant qu'il faut donner la place au travail. Là, regarde ces femmes, elles n'ont pas la possibilité. Ouvrons les portes des voilà le entreprises. problème. Je crois qu'en France, on paye déjà beaucoup. Donc, à un moment mais c'est donné... pas une question de payer, c'est une question d'accompagner. C'est une question d'efficacité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elles existent, mais si c'est pour élire des types demain matin qui vont rajouter de l'argent public à la corbeille de la mariée, France qui est déjà surendettée, je suis perplexe en compte ton discours. Je veux bien aider les gens, il faut aider les gens, mais à un moment donné, il faut responsabiliser les gens. Reprenons la marche du travail. On parlait là des mères isolées, les mères seules. Je crois que tu veux responsabiliser les mères isolées, les mères seules. Est-ce que tu as été confronté à leur situation, à leur vie au quotidien? Je dis simplement, ayons aussi un discours de remettre... Accueillons ces gamins dans les entreprises, je ne peux pas te dire mieux. Accueillons ces gamins dans les entreprises. Bien sûr, je alors, trouve que... Comment tu le fais? Comment tu le fais, dis-moi? Déjà, il y a l'apprentissage. Tu vas le faire à travers des crèches d'insertion. Donc, tu vas le faire à travers une aide. Donc, tu vas ouvrir le robinet de la dépense publique. Donc, tu en viens à ce que tu me reprochais précédemment. C'est le serpent qui se mord la queue. Je ne te reproche rien. Je dis que c'est un discours qui me semble un petit peu confus. Bien. Et qu'est-ce qu'il en pense, Bigard, de tout ça? Moi, je vais dire juste un truc. Les gars, faut pas être pessimiste, parce qu'il y a des sociétés qui s'en sortent très bien. Par exemple, la société Tampax. Ce sont les seuls qui font des bénéfices avec des pertes.
Et ça, c'est rare, hein. Et là, j'espère que je serai pas coupé. Le corps, Non, tu seras pas coupé. le corps enseignant va apprécier. Oui. Bravo. Bon, Stéphane, Oui, tu as dit « Seul Éric Zemmour est désormais capable de changer la donne ». Que veut dire la donne? il est capable d'abord de se battre pour la nation, pour la patrie. C'est un homme courageux, c'est un homme qui a eu une situation professionnelle confortable, qui a rencontré beaucoup de succès en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, qui aurait pu ne pas se lancer à 63 ans dans une carrière politique. Il n'avait que des coups à prendre et je pense qu'il en a beaucoup pris depuis plusieurs semaines. Et c'est un homme qui est profondément amoureux du pays et qui veut effectivement, qui souhaite que le pays conserve notre identité, que nos racines judéo-chrétiennes ne soient pas balayées d'un revers de main. Donc c'est déjà quelqu'un qui a des convictions profondes. Et puis c'est quelqu'un qui est en train de creuser un sillon à droite profond. Je pense que c'est un sillon qui va nous suivre jusqu'en 2030, 2040, 2050. Je crois qu'on incarne vraiment la droite de l'avenir. C'est quelqu'un qui peut rassembler. On va le voir au moment des élections. Moi, je crois qu'il y aura une grosse surprise, une surprise qui sera favorable au soir du 10 avril. C'est quelqu'un qui peut rassembler les différentes droites. D'Éric Ciotti à Marine Le Pen. Ah d'accord, donc tu penses que Marine Le Pen va rejoindre Zemmour? Mais je pense que Marine Le Pen ne gagnera pas cette élection présidentielle. Je pense que le fait de s'appeler Le Pen, c'est un handicap psychologique important pour de nombreux électeurs. Je pense qu'elle s'est discréditée lors du débat face à Emmanuel Macron et qu'à un moment donné, si elle ne gagne pas cette présidentielle, sa carrière politique sera derrière elle. Donc on va pouvoir rassembler les patriotes des différents camps, et y compris, même si François ne va pas l'entendre, y compris chez les Républicains. Ben oui, il y en a quelques-uns qui sont partis Il y déjà. en a quelques-uns qui attendent, Mais je peux comprendre. C'est là, quand on voit... Attends, j'ai pas entendu le nom d'une personnalité qui a rejoint les Républicains depuis ces dernières semaines. Les obsessions sur l'islam, les obsessions misogynes, il faut le dire, de position sur les femmes, les erreurs, j'espère que c'en est une, sur le handicap de la part de votre candidat. Quand je vois qu'on met sur un même pied le maréchal Pétain et le général de Gaulle, comme si c'était la même chose. Quand je vois la position pro-Poutine, je crois qu'à un moment donné, les Français, les Gardois en particulier, attendent de la responsabilité. Ils attendent quelqu'un qui est en capacité demain de diriger, de réformer notre pays, de faire face à la situation aussi internationale et de montrer que la France est forte et se tient debout. Et je crois que malheureusement, ce n'est pas le cas d'Éric Zemmour, on le voit. En 5 mois, il a refait le MPF. On a De Villiers, on a Guillaume Pelletier, et puis on a quoi? C'est le désert. Regardez même Marion Maréchal Le Pen. Elle est incapable de donner un soutien fort. Et c'est pas une référence. Depuis trop longtemps. Et c'est pas une Tout référence. tellement à qui ça sert, toutes les chaises. Excusez-moi, j'ai un petit moment de... Bien. Si je peux répondre, Patrick. Oui, tu peux répondre, bien sûr. Vas-y. Le discours est bien rodé, on voit qu'il y a déjà dans le métier. Encore une fois, c'est pas mon cas. Moi, je suis le citoyen qui vient derrière votre micro. Alors, pêle-mêle, bon, moi je suis un gaulliste, j'ai toujours été gaulliste, je resterai gaulliste, donc je viens pour parler également de mes convictions profondes et je resterai gaulliste. Sur la misogynie, on a énormément de femmes qui travaillent avec nous chez Reconquête au niveau du Gard, même sans doute plus d'ailleurs que les hommes. Il n'y a rien de misogyne dans notre mouvement politique et je pense que c'est un faux procès qu'on fait. Il dérange, en réalité, il dérange. Le problème, oui, ça c'est vrai. Le problème de la politique, c'est que tu es du sérail ou tu es pas du sérail. Et j'en sais quelque chose. Si tu es du sérail, ils sont tous frères. Voilà. Typiquement la rhétorique d'extrême droite. Typiquement la rhétorique du grand complot. Et je peux terminer. Intellectuellement, ils sont tous copains. Et tu me tiens par la barbichette. Et comme je l'ai dit publiquement au conseil municipal, tu vas finir comme Marine Le Pen, Nicolas, le fait de continuer à tous coucher ensemble les uns avec les autres, la gauche, la droite et la gauche, on verra l'abstention. Et on voit déjà l'abstention qui a continué à monter. Donc, voilà ce que je peux dire, mais en tous les cas, on est dans des postures et on veut le dégommer parce qu'on sait très bien que s'il y a des élus derrière, ce sera moins de place pour les autres. Bien, on va en rester là pour le moment. Nous avons 2 vidéos. Oui. Vas-y. On regarde, ce sont des Limois qui posent des questions à nos Donc la première, invités. c'est à François Courdil. La première s'adresse à François, on regarde. Corentin Carpentier, j'ai 32 ans, je suis patron des Enfants de Nîmes et donc ma question à François Courdil, c'est François Courdil, vous êtes donc candidat
au poste de député dans le Gard. Vous avez, il me semble, participé à la levée des tridents au mois de novembre dernier. On a fêté le centenaire de la levée des tridents et de ce mouvement du peuple nîmois et provençal languedocien pour la défense des traditions. Quelle sera votre position en tant que député sur la ruralité, sur les valeurs liées à l'agriculture, à la chasse, au tauromachie, à la défense de la tauromachie notamment? Est-ce qu'en tant que député, vous n'hésiterez pas à vous mouiller dans l'Assemblée nationale et auprès aussi du gouvernement pour défendre notre mode de vie dans la ruralité autour des traditions taurines et de la chasse évidemment? Merci Corentin Carpentier pour cette question. Tu es un digne représentant, je crois, de nos traditions et de la défense de ce qui fait la fierté de notre territoire. Et tu connais mon engagement à ce sujet. Je me suis mobilisé déjà pour la promouvoir à travers la délégation que j'ai à la ville de Nîmes. Quand on met de la culture camarguaise, quand on met celle de la course camarguaise aussi au sein de nos quartiers nîmois, en proximité, avec des événements, je pense à des associations comme l'association des aficionados practicos, qui eux aussi font vivre nos cultures, cette tradition-là. Et bien sûr, je les soutiens déjà, et donc demain, très logiquement, très naturellement, je les défendrai à l'Assemblée nationale, très fier de notre territoire, très fier de ces traditions, de la chasse, de la pêche, de ceux qui font vivre nos paysages, notre environnement, la nature, et j'y suis bien sûr très attaché. Tu peux compter sur moi pour demain les défendre en ton nom à l'Assemblée nationale. Maintenant, on regarde une deuxième question qui a été posée par Marguerite, que tu connais bien. Hein. Que je connais très bien. Il s'appelle Titi Breton. Il est auteur, compositeur, interprète. Voilà sa question. Je me suis aperçu que nul n'était prophète dans son pays. Oui. Et c'est-à-dire que culturellement, je trouve qu'en fait, justement dans une députation, etc., et représentant d'un département ou en tout cas d'une localité, pourquoi ne pas favoriser aussi, ou essayer en tout cas, de développer la culture au niveau de son entourage quasiment immédiat. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller chercher à Paris, nous envoyer des gens très loin, parce qu'en fait, il se passe énormément de choses dans le Gard ou ailleurs. Et la première question que je lui poserai, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour le Gard, ou en tout cas dans la proximité de là où vous êtes? Merci à Titi Breton, que je serais ravi de rencontrer à l'occasion. Je n'ai pas l'honneur de le connaître pour cette question. Sur la culture, dans notre beau département du Gard, nous sommes un département très riche, puisque Nîmes, ville gallo-romaine, avec ses monuments bien évidemment, avec sa culture tauromachique, tu en parlais, avec le site du Pont du Gard. Donc c'est vrai qu'on est un département nous sommes gâtés en termes de culture. Je pense, alors là c'est l'avocat en revue du travail qui va mettre sa casquette, je pense qu'il faudrait réfléchir au statut des intermittents du spectacle, qui ont des situations qui sont précaires, nous le savons, avec des contrats, ça c'est la nature de l'activité de très courte durée, des contrats qui se multiplient dans le temps, donc il y a une précarité qui est plus importante chez les intermittents du spectacle que chez les salariés, je dirais, de droit commun. On pourrait réfléchir à une reprise d'ancienneté, par exemple, comme ça se fait pour le personnel infirmier, par exemple. On a une reprise d'ancienneté d'un employeur à l'autre et qui permettrait effectivement de liquider des droits plus importants au terme des contrats. Je crois que la culture, eh c'est aussi, si on veut développer la culture de notre département, c'est aussi des moyens, et si ces moyens vont à des gens qui travaillent dur pour nous divertir, eh bien, je crois que c'est une bonne chose. Très bien. Nous avons un intermittent du spectacle qui va être rapide, s'il te plaît. Oui, on va dire ça comme ça. Bon, je vais prendre ma voix quand même. C'est vrai que quelquefois c'est un peu difficile, mais on est quand même dans le monde, je pense, les mieux lotis, malgré tout. Je me permets de dire ça quand même, mais il y a quand même beaucoup de difficultés. Parfait. Nous allons avoir la question de France. Et on lance le générique. Et on lance le générique de la question de France. Bonjour France, sois la bienvenue dans l'émission Tête à Tête. Merci Patrick, bonjour messieurs. Bonjour. Ma question aujourd'hui. Moi je pense que la démocratie est un peu malade. Et je réfère particulièrement au débat entre Mme Pécresse et M. Zemmour à la télé. C'était, pour être poli, irritant à écouter. Et beaucoup d'autres le sont aussi. Comment voulez-vous que les jeunes aient envie d'écouter les politiciens quand, au lieu d'avoir un débat, on a une engueulade?
peut-être que les gens entre 35 et 80 préfèrent enfiler un gilet jaune pour voter, pour faire valoir leur point. Ce qui veut dire qu'ils n'iraient pas voter, c'est ce que tu voulais dire. Mais vu le pourcentage d'abstention, comment attirer les jeunes à la limite, comment attirer les jeunes à venir voter. Peut-être que les jeunes, eux, ils vont casser pour dire ce dont ils ne veulent pas. Les jeunes attendent de la politique. Au contraire de ce qu'on croit, ils sont en demande de mesures, ils sont en demande de débats, mais des débats de fond, pas des débats de forme. Moi, j'ai lancé une grande consultation où on va en porte-à-porte au-devant de ces Limoises et de ces Limois, de l'ensemble des Gardois qui composent cette 6e circonscription, pour leur demander quelles sont les thématiques fortes, quelles sont les propositions, quelles sont les initiatives locales positives qu'ils souhaiteraient voir demain dupliquées à l'échelle départementale ou nationale. Et il y a ce besoin. Plus que jamais, les jeunes veulent qu'on entende de mais la là, politique. on parle de vote. Alors, est-ce qu'il ne faut pas peut-être que le système pour permettre aux gens de voter se modernise, aille plus vers le numérique? Ça, on peut aller dans notre compte de banque en toute sécurité. Pourquoi ne pourrions-nous pas voter en toute... Qu'est-ce que tu as à répondre, Stéphane? Ce débat, on ne va pas se mentir, il a été gâché par une cacophonie ambiante, effectivement, qui était pénible pour tout le monde. Très pénible. Il y a sans doute une responsabilité partagée, je ne vais pas épiloguer, mais il faut être honnête sur le sujet. Bon. Personne n'a croqué personne. En même temps, non. Et c'est tant mieux. On va faire très vite. Et c'est tant mieux. En même temps, comme dirait l'autre, lorsque je vois l'émission d'hier soir, où ils étaient mis chacun dans une boîte de conserve pour d'éviter ce qu'ils avaient à dire en 20 ou 25 minutes, et lorsque tu entends que l'élection est pliée d'avance, que le président n'a pas le temps de faire campagne, lorsque tu vois que les municipales, les départementales, les régionales nous ont été déjà pas mal confisquées par le problème du Covid, lorsque tu vois qu'on critique certains régimes autoritaires, et je suis d'accord pour les critiquer, et que chez nous, on a un président qui se veut forcément au-dessus de la mêlée, au prétexte que, je ne dis pas que cette guerre, c'est le problème majeur du moment, j'en ai pleinement conscience. Mais à un moment donné, je crois que c'est un peu facile, encore une fois, c'est le système qui cherche à rester au pouvoir, et on n'intéresse pas les gens, parce que l'élection est déjà pliée. Enfin, moi, très franchement, si je peux me permettre sur Macron, j'ai une vision différente aujourd'hui. Il est le président de la République, en fonction, en exercice, et il affronte une crise internationale et une guerre aux portes de l'Europe. Qui plus est, il préside l'Union européenne aujourd'hui. Donc moi, je suis un vrai gaulliste. Et quand on a un président de la République qui incarne la France, on se rassemble, on serre les rangs autour du drapeau et on fait front, quelle que soit la période. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons en rester là, messieurs. Nous allons en rester là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci France de ta question. Seb, si tu veux venir, on va faire un tour de table afin de terminer cette émission, parce qu'elle est beaucoup plus longue que les autres. Je tiens à vous le dire, mais c'est tant mieux. Alors. Eh bien, je vais prendre la voix de François, Jérôme. Je vous avais dit que je crois aux forces de l'esprit. Et je dirais qu'il est dommage, que pour libérer l'Ukraine de ses chaînes, on n'ait trouvé que des glands, déjà. Et puis, je dirais également que lorsque Biden nous barbe, il nous rase Poutine. Et pour terminer, je dirais qu'il y a, au-dessus de tout ça, une âme supérieure. Et je vous dis, monsieur Poutine, un jour, quelqu'un s'occupera de votre cas. Parfait. Très bien. Parfait. Alain. Moi, je vais être rapide, parce que tu veux qu'on soit rapide. Oui. Je vais répondre à la question de France. Je préfère le vote avec le bulletin dans l'urne qui reste vraiment anonyme, parce que moi, tous ces trucs informatiques, après on sait qui a voté et pour qui, et ça me déplaît complètement. Pour ça, c'est fait. Et deuxièmement, après j'ai fini, je me difficulté à me situer. Je suis d'accord avec toi qu'il faut redresser, la France doit rester la France, et je suis d'accord avec toi pour le social. Mais moi, vous m'embêtez, parce que moi, je suis à la fois les deux. Et comment je fais pour voter? Je ne peux pas mettre 2 bulletins. Et c'est beaucoup de monde comme ça. Vous avez raison tous les deux. Pourquoi on ne peut pas mettre un candidat qui réunit tout ça? Je ne comprends pas. Ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. Jérôme. Moi, pour conclure, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne serai pas ici en plateau, mais j'irai voir Jackie Toureau, qui a écrit un superbe livre, puisqu'il sera question beaucoup de traditions camarguaises dans la prochaine émission. On en a parlé avec François et Corentin.
Donc on y est attaché à tête. Je te laisse le mot d'affaire. Oui, merci. Donc oui, nous y sommes vraiment attachés. Nous traitons tous les sujets. Et c'est le plus important pour nous. Et la course, nous aurons on aura un tout jeune raseteur, Lucas Lopez, et Loïc Oziol. Et un photographe de la course Camargue. Alors, on vous laisse, messieurs, Stéphane, je te laisse le conclure, si tu le veux, maintenant. D'abord, ravi d'avoir participé à cette émission, Patrick. Pour me conclure, mon appel sera simple. Ce sera un appel, effectivement, pour le 10 avril prochain. Si vous voulez une France qui reste la France, si vous voulez une France fière de ses traditions, de ses racines, si vous voulez une France forte sur son territoire, où il y a plus de sécurité, avec une économie florissante, une France qui récompense le travail et pas l'assistanat, moi je vous invite à rejoindre Reconquête et à voter Éric Zemmour dès le 10 avril. Merci de nous avoir rejoints, Stéphane. François. Merci beaucoup Patrick, merci France, merci à tous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je suis très content qu'on ait pu parler du fond, qu'on ait pu avoir du temps pour émettre des propositions et dire aussi les remontées que l'on a du terrain. Moi, vous pouvez compter sur mon engagement pour demain être le fer de lance du territoire, être le porte-parole du Gard et de cette 6e circonscription, comme je sais le faire au quotidien, comme on se connaît, ensemble et en proximité. Vous pouvez compter là-dessus. Parfait. Eh bien, merci à tous, merci à toutes, merci Sébastien, merci à toi aussi Alain, merci. Toi aussi Jérôme, on se reverra dans 15 jours, merci à nos deux invités, merci également à France qui collabore très étroitement à cette émission. Merci à toi, Richard Raveau, d'être toujours présent avec nous. Merci à vous qui nous regardez derrière vos écrans. À très bientôt. Et merci à toi, Patrick. Et restez-nous fidèles. Bye bye. Bon.